Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre ensemble notre exploration des lieux méconnus de l'ancien duché de Limbourg. Nous faisons halte à Hombourg, dans l'actuelle commune de Plombières, anciennement dans le ban de Monsen. La localité de Hombourg est attestée pour la première fois en 1070 sous le nom de Honborg. Le château que nous allons découvrir, le château de Viljarn, n'est cependant pas le plus ancien du village. À quelques centaines de mètres là à peine se trouve le château de Berlirn, mentionné dès 1124 et appartenant au chapitre de la collégiale Saint-Pierre de Liège. Mais revenons au château de Viljarn. Parfois nommé Viljarn ou Veltjarn, il se situe à l'écart des grands axes, au fond d'une dépression de terrain, au sud de la route qui relie Aubel à Hombourg et à l'axe est-ouest qui relie Henri-Chapelle à Teuven. Ce caractère retiré n'est pas le fruit du hasard. Parmi les anciens manoirs fortifiés de l'ancien duché de Limbourg, Viljarn est peut-être l'un des plus intéressants, car il a conservé, presque intact, son aspect primitif. Toponymie. Avant d'entrer dans l'histoire du site, arrêtons-nous un instant sur les nombreuses orthographes anciennes de son nom. Au fil des siècles, les sources évoquent Viljar, Vilar, Viljarn, Veltjarn, Velhenru, Wilhar, Wiljard, Wiljard, Wilgenru, Wilhonri, Wiluri et même un Awilhonrieux. Ces variantes ne sont pas anecdotiques. Elles témoignent à la fois de l'ancienneté du lieu et de l'évolution linguistique propre à cette région frontalière. Le premier bâtiment mentionné, en 1273, appartient aux frères Anselme et Winan de Wilhonri. Les Wilhonri sont apparentés au clan des Scavédris, les seigneurs de Lonsen, et ce ne sera pas sans conséquence pour le château lors de la guerre de succession de Limbourg, dont nous allons parler un peu plus tard. Anselme et Winan de Wilhonri étaient les premiers seigneurs connus du lieu. Les sources continuent de les mentionner à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. En 1292 apparaissent Guillaume et Béatrice, abbesses de Zinich, de Wilroyn ou de Williard, ainsi que Winan de Wilhonri, fils d'Anselme, encore attesté en 1320 et en 1235. À cette époque, Hombourg fait partie du ban de Zinich-Völkerich, attesté en 1275 et 1388. Ce ban est ensuite désigné, en 1491, sous le nom de Homborch, Zenich et Völkerich, puis en 1447 et 1559 comme le Bank de Homborch en Monsen, avant de porter définitivement le nom de Monsen à partir de 1689. En ce qui concerne les propriétaires, la seigneurie passe vers le milieu du XIVe siècle à Jean d'Argenteau, seigneur d'Awilhonrieux, mort en 1362 au retour d'un voyage en Terre Sainte. Signalons au passage que les Argenteux sont une famille noble d'Esneux dans les territoires dits par-delà les bois. Jean d'Argenteux épouse Catherine de Gronsfeld. Tous les deux sont enterrés aujourd'hui dans l'église Oude Minderbroederskerk de Maastricht. En 1372, leur fille, également nommée Catherine, épouse le chevalier Conrad de Schoenvorst, parfois aussi écrit Schönforst. Cette famille possède également, dans le pays de Fonkemont, le fief de Hartelstein, ainsi qu'un bien nommé Wilartshof sur le plateau de Markgraten. Conrad était chevalier banneret, seigneur de Elslo, de Zittad et de Awilhonrieux. Il était père du comte de Namur. Celui-ci meurt assassiné dans son lit en 1403 à Louvain par la population de la ville parce qu'il les avait insultés. Catherine de Schoenforst épouse Guillaume II de Honrieux. Celui-ci, comme représentant de Jean de Bavière, est décapité à Liège en 1407 avec son fils
Guillaume III, par les gens de Thierry de Pérouet. Cette histoire est particulièrement compliquée et mériterait un épisode en soi. En effet, au cours de la révolte des Liégeois entre 1402 et 1408, les intérêts des grands tels que Wenceslas de Luxembourg, Jean sans peur, Louis d'Orléans, du pape d'Avignon Benoît XIII et du pape de Rome Innocent VII se confrontent dans une marée de sang. L'arrière-petite-fille de Catherine de Schoenforst et de Guillaume II de Honrion se marie à Gérard de Gore et fait ainsi entrer Villiarn dans ce lignage, qui est une branche cadette de la maison de Horn, également seigneur de Chimport. Leur petit-fils, Henri de Gore, seigneur de Villehonrieux et d'Andrimont, lui succède et, outre Villiarn, il est aussi baron de Pêche, seigneur de Serfontaine et détenteur en engagère de la seigneurie hautaine de Hombourg et de Remersdal, qui a été concédée par le roi d'Espagne Philippe II en personne en 1560. Par ses fonctions, Henri de Gore détient la seigneurie hautaine, ce qui implique la haute justice qui décide de la peine de mort. Il agit, en outre, au nom du souverain d'Espagne, qui lui délègue une partie de son autorité dans cette seigneurie des Pays-Bas espagnols. À l'échelle du duché, c'est un notable majeur, sans pour autant être un dirigeant central. Henri de Gore, avec Barbe de Vaudimont, issu de la maison de Lorraine, rien que ça, et ce mariage lui permet d'accéder à la baronnie de Pêche, ainsi qu'aux seigneuries de Serfontaine et à d'autres terres importantes. Notons que la maison de Lorraine est un grand lignage princier d'empire, très proche des Habsbourg, ce qui donne à Henri de Gore un grand prestige. De plus, il a accès à des cercles plus élevés qui lui ouvrent de nombreuses alliances. Son fils, Claude Hermann de Gore, est partisan pour sa part de Guillaume d'Orange et il trouve la mort lors de la bataille de Gembloux le 31 janvier 1778, victime d'une explosion de poudre à canon. Précisons qu'au cours de la guerre de 80 ans, de nombreux catholiques se battent du côté des insurgés. En l'occurrence, les Britanniques protestants, commandés par le colonel Henry Balfour, étaient mal vus de leurs frères d'armes en raison de leur intransigeance religieuse. Les biens de Claude Hermann de Gore passent ensuite à sa sœur Françoise, qui, elle, est mariée à Hermann Thierry de Millendonk, et c'est ainsi que Villiarn entre dans les biens de cette famille-là. Leur fils, Jean Pancrace de Millendonk, hérite du domaine, mais il meurt tragiquement à Liège en 1604. Sa veuve, Marguerite de Joyeuse, relève la seigneurie en 1620. Louis-François de Millendonk est le dernier représentant masculin de la lignée. Lorsqu'il meurt, en 1663, la seigneurie est vendue à Marie-Agnès de Bautz, dame de Clermont, et à ses sœurs. Faute de pouvoir acquitter le prix, la seigneurie est saisie, puis revendue à Adam de Cronenberg, seigneur de Henri-Chapelle et de Ruf. Après sa mort, le château est à nouveau vendu. Entre 1770 et 1780, la propriété passe aux mains de Monseigneur de Sieberts, conseiller de l'électeur palatin de Düsseldorf, une fonction directement liée à la cour électorale du Saint-Empire. Par la suite, après de nombreuses ventes, le château de Villiarn est acquis par la famille Mees, qui sont les propriétaires actuels du lieu. Pour commencer, précisons que le château de Villiarn n'est pas un château résidentiel, mais plutôt un manoir fortifié. Un bâtiment antérieur est mentionné dès 1273. Le château nommé Wilhelmrue, on reconnaît aussi la racine qui donnera plus tard le nom de Villiarn, parce qu'il est lié au clan des Scavedries, est détruit en 1286 par Jean Ier de Brabant lors de la guerre de succession du duché de Limbourg. Ce conflit dont nous avons souvent parlé et qui s'achève avec la bataille de Worringen en 1288 et qui a profondément marqué l'histoire politique et seigneuriale de notre région. Le château est reconstruit, sans doute
dès le XIVe siècle et certainement au XVe siècle. La maçonnerie pourrait dater de cette époque. L'ensemble est encore remanié au XVIe siècle pour adopter, dans ses grandes lignes, la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Construit en moellons de grès, le bâtiment adopte un plan en U et est entouré de larges douves d'une largeur entre 12 et 20 mètres. À l'origine, il y avait 2 rangs de fossés qui protégeaient l'ensemble. L'un d'eux subsiste encore et alimente aujourd'hui les douves visibles. L'accès se fait par le sud, via un étroit petit pont pavé en moellons de grès reposant sur 2 arches ogivales, prolongées par une passerelle en bois qui a remplacé l'ancien pont-levis. Il conduit à une large porte d'entrée cintrée, surmontée d'une petite niche ouvrant sur le corps du logis principal. La façade sud est rythmée par 3 larges travées réparties sur 2 niveaux. Le côté ouest est presque entièrement aveugle, à l'exception d'une seule fenêtre. La toiture, à 4 pans, est couverte d'ardoises et percée, à l'avant, de 3 lucarnes carrées. 2 ailes en retour d'équerre encadrent le corps principal et se prolongent par une terrasse, dont le muret nord repose sur les anciennes assises des murailles longeant les douves. À droite de la porte d'entrée, une dalle à banrier rappelle l'un des lignages les plus marquants de l'histoire du lieu, la famille de Gore, propriétaire du château entre 1400 et 1578. La châtellerie de Villarn était une seigneurie secondaire intégrée à des réseaux plus larges, mais elle n'a jamais été un centre décisionnel. Les seigneurs de Villarn étaient des nobles de rang secondaire, mais bien intégrés aux structures du duché de Limbourg, des Pays-Bas espagnols et ponctuellement aussi du Saint-Empire romain. Ils ne gouvernaient pas, mais ils rendaient justice, levaient les hommes, représentaient le pouvoir central localement et servaient dans l'armée ou dans les administrations. Le château, comme on le voit, est un manoir fortifié discret, profondément enraciné dans l'histoire féodale du Limbourg et l'un des rares témoins presque intacts de l'architecture seigneuriale médiévale de la région. Classé comme patrimoine immobilier depuis le 30 mars 1987, il demeure une propriété privée non accessible au public. Je vous remercie. Si vous avez apprécié mon travail ou si vous le trouvez utile et bien réalisé, pensez à vous abonner, à rester fidèle à Doc de Limbourg, à en parler autour de vous et à partager les vidéos. De nombreuses autres vidéos et séries arrivent très bientôt.